Le téléphone portable de ma belle-fille a vibré sur le plan de travail de la cuisine. Sur l'écran est apparue la photo de mon mari Richard, décédé il y a 3 ans. J'ai ouvert le message et mon cœur a failli sortir de ma poitrine en lisant ce qui s'y trouvait. Ce que j'ai découvert a détruit mon monde. « Belle-mère, vous avez vu mon téléphone ?» La voix de Juliette a résonné depuis le couloir, tandis que je restais paralysée, regardant l'écran qui brûlait maintenant dans mes mains comme une braise. « Il est ici dans la cuisine. » Ai-je réussi à répondre, tentant de garder ma voix ferme tout en bloquant rapidement l'écran et en reposant le portable sur le comptoir. À 65 ans, je pensais avoir suffisamment vécu pour ne plus être surprise par la vie. 3 années s'étaient écoulées depuis que j'avais enterré Richard, mon compagnon de presque 40 ans. Le cancer l'avait emporté rapidement, ou du moins c'est ce que j'avais toujours cru. Maintenant, une simple notification remettait en question tout ce que je pensais savoir. Juliette est entrée dans la cuisine, son visage illuminé par son sourire habituel. Elle était l'épouse parfaite pour mon fils Charles, ou du moins c'est ce que nous pensions tous. Toujours impeccable, toujours serviable, toujours présente lors des visites hebdomadaires chez sa belle-mère veuve. « Merci, je dois me dépêcher pour la clinique. Les patients doivent déjà m'attendre. » Juliette était kinésithérapeute, respectée dans notre petite ville près de Lyon. Elle a pris son téléphone, m'a donné un baiser rapide sur la joue et est sortie aussi vite qu'elle était arrivée, sans remarquer la tempête qu'elle avait déclenchée en moi. Je suis restée assise sur la chaise de la cuisine pendant un long moment, les mains encore tremblantes, l'esprit rempli de questions sans réponse. La photo ne laissait aucun doute. C'était Richard, plus jeune que durant ces dernières années, portant une chemise bleue que je n'avais jamais vue auparavant. Son sourire, large et sincère, quelque chose qui était devenu rare dans les dernières années de notre mariage. Et le message « Rendez-vous les jeudis ». Durant les dernières années de la maladie de Richard, Juliette s'offrait fréquemment pour l'emmener à ses consultations médicales les jeudis. « Vous avez déjà tant de soucis, Madame Hélène », disait-elle avec ce sourire parfait. « Laissez-moi m'en occuper. C'est le moins que je puisse faire. » Et moi, reconnaissante pour l'aide, je n'ai jamais questionné. Maintenant, des souvenirs commençaient à s'assembler comme les pièces d'un puzzle sombre. Le téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était Charles. « Maman, tout va bien ? Juliette a dit que tu semblais étrange quand elle est partie. »« Je vais bien, » ai-je menti, la voix plus ferme que je ne l'espérais. Juste un mal de tête embêtant. Je me suis dirigée vers le bureau qui avait autrefois appartenu à Richard. Depuis sa mort, j'avais évité de toucher à ses affaires. Son bureau restait là, ses livres rangés sur les étagères, exactement comme il les avait laissés. Ce n'était pas par sentimentalisme excessif, comme Charles le suggérait, mais par simple acceptation. Le temps passerait, et éventuellement, je trouverais la force de réorganiser cet espace. Maintenant, cependant, je cherchais des réponses. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir usé que Richard aimait tant et j'ai commencé à ouvrir les tiroirs. Le premier était rempli de documents méticuleusement organisés. Factures, relevés bancaires, police d'assurance. Richard avait toujours été extrêmement méthodique avec les affaires financières. Le deuxième contenait des stylos, des trombones, les articles de bureau habituels. Le troisième était verrouillé. Je n'avais jamais remarqué cela auparavant. Pourquoi un tiroir verrouillé ? Richard et moi n'avions jamais eu de secret, ou du moins je le croyais jusqu'à quelques heures auparavant. Dans le dernier tiroir du bureau, j'ai trouvé un trousseau de petites clés. J'en ai testé une après l'autre dans la serrure du tiroir mystérieux, jusqu'à ce que la troisième clé s'emboîte parfaitement. Avec le cœur accéléré, j'ai tiré le tiroir lentement. À l'intérieur se trouvait une enveloppe Kraft, sans identification. Je l'ai ouverte avec les mains tremblantes et j'ai trouvé des dizaines de photos. Richard et Juliette ensemble, Richard et Juliette enlacés. Richard et Juliette souriant à l'appareil devant un chalet en bois que je n'avais jamais vu auparavant. Les dates imprimées au dos des photos révélaient une histoire de 3 ans. 3 ans avant la mort de Richard. Ce qui m'a le plus choqué n'était pas les images elles-mêmes, mais l'expression sur le visage de mon mari. Il semblait vivant, vibrant, rayonnant d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps dans notre mariage. La dernière photo les montrait tous les deux devant le chalet. Richard tenant une pancarte écrite à la main. « Notre refuge, loin des regards indiscrets. »
Des larmes silencieuses coulaient sur mon visage, tandis que j'organisais les photos par ordre chronologique sur le bureau. L'histoire qu'elle racontait était sans équivoque. Au fond de l'enveloppe, j'ai trouvé quelque chose d'encore plus dévastateur. Une clé avec un petit porte-clés en bois sculpté. Dessus, un seul nom. Refuge. Et à côté de la clé, un petit papier plié contenant une localisation. Des coordonnées précises pour un endroit dans les montagnes, à environ 1 heure de la ville. J'ai remis les photos dans l'enveloppe, placé la clé dans ma poche et fermé le tiroir. Mon esprit était étrangement clair maintenant. La tristesse initiale remplacée par une détermination froide que je ne reconnaissais pas en moi-même. J'ai pris mon sac, les clés de ma voiture et l'enveloppe avec les photos. Avant de sortir, je me suis arrêté devant le miroir de l'entrée. Une dame aux cheveux grisonnants me regardait en retour, le visage marqué par des rides d'expression que j'avais toujours considérées comme les signes d'une vie bien vécue. Maintenant, ce visage me semblait celui d'une idiote, une femme facilement trompée par 2 personnes plus jeunes, plus intelligentes, plus séduisantes. Plus maintenant, ai-je murmuré à mon reflet. J'ai allumé le GPS de mon portable et entré les coordonnées trouvées avec la clé. Le trajet indiquait un chemin sinueux à travers les montagnes, se terminant dans une zone isolée, loin de la route principale. Il était temps de découvrir la vérité complète. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Pendant que je conduisais, mon esprit alternait entre les souvenirs du passé et les plans pour le futur immédiat. Que ferais-je en arrivant au refuge? Que m'attendais-je à trouver? Et plus important encore, que ferais-je avec les informations que je découvrirais? La route est devenue plus étroite et accidentée à mesure que je montais dans la montagne. Des arbres touffus formaient un tunnel vert au-dessus du chemin, bloquant partiellement la lumière du soleil. Finalement, le GPS a annoncé que j'étais arrivé à ma destination. Devant moi, partiellement caché entre des arbres centenaires, se trouvait un chalet en bois, exactement comme sur les photos. Le refuge de Richard et Juliette. J'ai garé la voiture un peu à l'écart et je suis restée assise quelques minutes, observant la propriété. Elle semblait vide, silencieuse sous la lumière de l'après-midi. Les fenêtres étaient fermées, mais le petit jardin devant était étonnamment bien entretenu. Quelqu'un maintenait cet endroit. Quelqu'un continuait de visiter le refuge, même après la mort de Richard. Avec la clé fermement serrée dans ma main, j'ai marché jusqu'à la porte. Elle s'est emboîtée parfaitement dans la serrure, tournant avec un clic doux. J'ai poussé la porte lentement et je suis entré. L'intérieur était chaleureux et bien décoré. Un salon avec cheminée, une petite cuisine américaine impeccablement propre et au fond une porte qui menait probablement à la chambre. Sur les murs, plus de photos de Richard et Juliette dans des cadres élégants. Au-dessus de la cheminée, une photo plus grande se détachait. Tous les deux sur une plage, au coucher du soleil, enlacés et souriants. Je reconnaissais la chemise que Richard portait. C'était un cadeau de moi pour notre 35e anniversaire de mariage. La date imprimée dans le coin inférieur de la photo montrait qu'elle avait été prise seulement 1 semaine après la célébration où il avait juré les larmes aux yeux que j'étais le seul véritable amour de sa vie. La nausée m'a frappé comme une vague. J'ai couru vers ce que j'imaginais être la salle de bain et j'ai vomi violemment. Quand j'ai finalement réussi à me reprendre, je me suis lavé le visage à l'eau froide et j'ai affronté mon reflet dans le miroir. Des yeux rouges, un visage pâle, mais toujours debout. Toujours en train de respirer, toujours en train de penser. Je suis revenu dans le salon avec une détermination renouvelée et j'ai commencé à enquêter systématiquement. Dans les tiroirs de la cuisine, j'ai trouvé 2 jeux de couverts, 2 verres à vin, 2 de tout. Sur l'étagère, des livres que Richard adorait, beaucoup d'entre eux des doublons de ceux que nous avions à la maison. À côté de la cheminée, un panier avec du bois fraîchement coupé. La porte de la chambre était entr'ouverte. J'ai hésité un moment avant de la pousser. Le lit king size était parfaitement fait avec une couette que j'ai immédiatement reconnue, identique à celle que Juliette m'avait offerte en cadeau 2 Noëls auparavant. « J'en ai acheté une pareille pour moi », avait-elle dit à l'époque. J'adore le motif. J'ai ouvert l'armoire et j'ai trouvé des vêtements masculins organisés d'un côté et féminins de l'autre.
Je reconnaissais certaines chemises de Richard, mais il y avait aussi des pièces masculines que je n'avais jamais vues auparavant. J'en ai tiré une chemise à carreaux, taille trop grande pour Richard. La vérité m'a frappé comme un éclair. Les visites au chalet n'avaient pas cessé avec la mort de Richard. Juliette continuait de venir ici avec quelqu'un d'autre. Je suis revenue dans le salon avec la chemise dans les mains, essayant de traiter cette nouvelle information. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose qui m'avait échappé. Un classeur de documents sur la table basse. En l'ouvrant, j'ai trouvé des papiers liés à la propriété du chalet. À ma surprise, l'immeuble était enregistré au nom de Juliette, pas de Richard. La date d'acquisition coïncidait avec le début de leur relation, selon les photos. Comment Richard avait-il financé cela? Notre situation financière avait toujours été confortable, mais jamais au point de permettre des achats secrets de biens immobiliers sans que je le remarque. J'ai continué à examiner les documents et j'ai trouvé des relevés bancaires d'un compte que je ne connaissais absolument pas. Un compte au nom de Richard, avec des mouvements substantiels, des dépôts et des retraits réguliers qui totalisèrent des montants importants au fil des années. L'argent détourné d'où? Nos économies semblaient intactes après sa mort. La retraite, les investissements, tout était comme prévu. Puis j'ai trouvé quelque chose qui a glacé mon sang. Une police d'assurance vie d'une valeur d'1 million d'euros, une police dont je n'avais jamais eu connaissance, avec Juliette comme unique bénéficiaire, contractée seulement 6 mois avant la mort de Richard. Je me suis assise lourdement sur le canapé, essayant de respirer. Les pièces du puzzle commençaient à former une image troublante. L'affaire extra-conjugale n'était que la pointe de l'iceberg. Il y avait de l'argent impliqué, des secrets financiers, une assurance vie d'1 million d'euros. Et puis il y avait le diagnostic de cancer, le déclin rapide, les jeudis où Juliette insistait pour emmener Richard chez le médecin seul. Dans le bureau adjacent au salon, j'ai trouvé plus de documents, plus de photos et quelque chose que je n'attendais pas. Un journal intime. Il était verrouillé, mais la petite clé était attachée avec un ruban. En l'ouvrant, j'ai immédiatement reconnu l'écriture de Richard. Les entrées commençaient il y a 5 ans, peu avant le début de l'affaire avec Juliette, et continuaient jusqu'à quelques jours avant sa mort. Je me suis assise et j'ai commencé à lire, plongeant dans l'esprit de l'homme avec qui j'avais partagé la plus grande partie de ma vie. Les premières pages parlaient d'insatisfaction, de se sentir invisible, de la monotonie de notre mariage. C'étaient des mots durs à lire, mais compréhensibles dans une relation longue. Puis sont venues les entrées sur Juliette, la fascination initiale, l'excitation de la conquête, la passion écrasante. Richard écrivait comme un adolescent amoureux, aveugle à tout sauf ses propres désirs. Au fur et à mesure que j'avançais dans le journal, cependant, le ton changeait, apparaissait la culpabilité, la confusion. Et puis, quelque chose d'inattendu, des soupçons. J'y pose beaucoup de questions sur nos investissements, sur l'assurance vie qu'Hélène ne sait pas que nous avons. Aujourd'hui, elle a suggéré que j'augmente le montant de la police. Elle a dit que nous pourrions passer plus de temps ensemble si j'avais un plan de sortie financier adéquat. Que veut-elle dire par là? Et plus tard, je ne me sens pas bien depuis des semaines. J. Insiste que ce ne sont que des symptômes de stress, que je n'ai pas besoin de consulter mon médecin habituel. Elle connaît un spécialiste, dit qu'elle va prendre un rendez-vous. La dernière entrée, datée d'1 semaine avant sa mort, a envoyé des frissons le long de mon épine dorsale. Quelque chose ne va pas. Les symptômes ont empiré dramatiquement après avoir commencé le nouveau traitement. Quand j'ai questionné J sur les médicaments, elle est devenue défensive, presque agressive. Hélène a remarqué que je vais plus mal. Elle veut m'emmener au CHU pour un 2e avis. Peut-être devrais-je tout lui dire. Peut-être. La phrase se terminait abruptement, comme si Richard avait été interrompu. Ou pire. J'ai entendu une voiture s'approcher. Rapidement, j'ai rassemblé tous les documents importants, le journal, certaines des photos les plus incriminantes, et je les ai mis dans mon sac. Je ne savais pas ce qui arriverait ensuite, mais je devais préserver ces preuves. Par la fenêtre, j'ai vu Charles se garer. Son visage était tendu, inquiet. Pendant qu'il marchait vers le chalet, j'ai remarqué un autre véhicule apparaissant sur le chemin de terre, encore lointain, mais se rapprochant rapidement. Un SUV argenté. La voiture de Juliette. « Maman, Charles est entré dans le chalet.
les yeux écarquillés parcourant l'espace chaleureux. « Quel est cet endroit? Comment as-tu trouvé cela ?»« Nous n'avons pas beaucoup de temps, » l'ai-je interrompu en pointant par la fenêtre. Juliette arrive. Charles s'est approché et a vu le SUV de sa femme remontant la route sinueuse. Son visage a pâli. Elle ne devrait pas être à la clinique jusqu'à 18 heures. Apparemment, elle a d'autres engagements les jeudis. Je lui ai tendu quelques-unes des photos que j'avais trouvées. Elle et ton père. J'ai vu le choc et la douleur se répandre sur le visage de mon fils tandis qu'il examinait les images. Ton père et ta femme ensemble, heureux, complices. Ses genoux ont faibli et il s'est appuyé contre le mur. Ce n'est pas possible, ce n'est pas réel. Charles, écoute attentivement. J'ai touché son bras, le ramenant à la réalité immédiate. Je crois que ton père n'est pas mort de cause naturelle. Le cancer était peut-être réel, mais je pense que l'issue a été accélérée. Ses yeux se sont encore plus écarquillés. Tu suggères que Juliette a fait cela? J'ai trouvé un journal intime. Ton père était méfiant de ses motivations, surtout concernant une assurance vie dont je n'ai jamais eu connaissance. Il prévoyait de tout me dire, mais il est mort avant de pouvoir le faire. Charles a fermé les yeux un moment, essayant d'absorber ces révélations dévastatrices. Quand il les a rouverts, j'ai vu de la détermination. Que faisons-nous maintenant? J'ai pensé rapidement, évaluant nos options. Nous avons besoin des dossiers médicaux, mais nous devons sortir d'ici d'abord. Juliette ne peut pas savoir que nous avons découvert cet endroit. Trop tard pour ça, a murmuré Charles en regardant par la fenêtre. Le SUV s'est égaré à côté de ma voiture. Juliette en sortait, mais elle n'était pas seule. Un homme grand aux cheveux grisonnants l'accompagnait. Je l'ai reconnu immédiatement. Docteur Renaud, l'oncologue qui avait traité Richard durant les derniers mois de sa vie. « Mon Dieu !» a murmuré Charles. « C'est lui. Cache-toi dans la chambre », ai-je ordonné rapidement. Je veux entendre ce qu'ils ont à dire quand ils me trouveront ici. Si les choses empirent, tu interviens. « Maman, c'est dangereux. Va !» ai-je insisté en le poussant vers le couloir. Charles a obéi à contre-cœur, disparaissant dans la chambre, tandis que je me positionnais calmement dans le fauteuil près de la cheminée, comme une hôtesse attendant des visites. La porte s'est ouverte quelques secondes plus tard. Juliette est entrée la première, riant de quelque chose que le médecin avait dit. Quand elle m'a vue, elle s'est figée sur place, le rire mourant sur ses lèvres. Hélène. La surprise dans sa voix semblait sincère. « Comment êtes-vous arrivée ici ?» Le docteur Renaud est entré juste derrière, également surpris de me voir. « Madame Dubois, que faites-vous ici ?» J'ai gardé une expression sereine, bien que mon cœur battait à tout rompre. « Bonjour Juliette, docteur Renaud. Quelle coïncidence de vous trouver ensemble. » Juliette s'est rapidement remise du choc initial. Sa posture a changé, redressant les épaules comme une actrice prête à entrer en scène. « Hélène, je peux expliquer cet endroit. » Elle a hésité, choisissant ses mots. C'était un refuge pour votre mari. Richard venait ici pour se reposer pendant le traitement. Le docteur Renaud a gentiment offert ce chalet de sa famille. Après la mort de Richard, nous avons continué à utiliser l'espace pour des séances de kinésithérapie avec des patients spéciaux. C'était un mensonge si bien élaboré que dans d'autres circonstances, j'aurais pu y croire. La facilité avec laquelle elle inventait cette histoire m'a donné des frissons. « Que c'est intéressant », ai-je répondu calmement. « Et ces photos font aussi partie du traitement spécial ?» J'ai pointé vers les images encadrées sur le mur, montrant Richard et Juliette enlacés sur la plage. Le visage de Juliette a pâli. Le médecin a fait un pas en avant, assumant une posture défensive. « Madame Dubois, je comprends que cela semble inapproprié, mais je vous assure que votre interprétation des faits n'est pas correcte. » Mon interprétation? J'ai gardé la voix basse, contrôlée. Et quelle serait l'interprétation correcte, docteur? Que mon mari et ma belle-fille entretenaient une relation extra-conjugale. Que vous, en tant que son médecin, étiez au courant de cela? Ou peut-être que le déclin rapide de la santé de Richard n'était pas seulement le résultat du cancer? Le docteur Renaud a pâli. Vous insinuez quelque chose de très sérieux, madame. Je n'insinue rien, ai-je répondu. Je déclare ouvertement que je crois que mon mari a été assassiné et que le motif était une police d'assurance-vie d'une valeur d'1 million d'euros. Juliette a ri, un son forcé et strident. « Hélène, vous délirez.
Richard est mort d'un cancer. Nous le savons tous. Nous le savons tous ? Ai-je demandé en me levant lentement. Ou nous croyons tous ce que vous et le docteur ici nous avez raconté. Parce que, voyez-vous, j'ai trouvé le journal intime de Richard. Il soupçonnait que quelque chose n'allait pas avec le traitement. Il prévoyait de tout me dire, de chercher un autre avis médical. Le silence qui a suivi était lourd, chargé de tension. J'ai vu le regard que Juliette et le médecin ont échangé. Bref, mais révélateur. Hélène. Juliette s'est approchée. La voix maintenant douce, presque maternelle. Vous êtes sous beaucoup de stress. C'est compréhensible. La perte de Richard, la solitude, l'âge avancé. Tout cela peut affecter votre perception de la réalité. Ma perception de la réalité, ai-je répété, la colère montant en moi. Vous couchez avec mon mari, vous volez ma famille, vous tuez peut-être le père de votre propre époux, et vous avez l'audace de suggérer que je suis confuse ? Le docteur Renaud est intervenu, prenant son ton professionnel. Madame Dubois, je crois que vous traversez un épisode de confusion mentale. C'est courant chez les personnes de votre âge, surtout après un traumatisme comme la perte de votre époux. De mon âge, ai-je répété lentement, percevant leur stratégie. Ils voulaient me faire paraître sénile, discrédité. Nous devrions l'emmener à l'hôpital, a continué le médecin, échangeant un autre regard avec Juliette. Faire quelques examens, peut-être envisager une évaluation psychiatrique. Juliette a acquiescé, s'approchant davantage. Venez, Hélène, laissez-nous prendre soin de vous. Charles sera inquiet s'il apprend que vous avez ces délires. J'ai reculé d'un pas, maintenant une distance entre nous. Ne me touchez pas. À ce moment, la porte de la chambre s'est ouverte. Charles est apparu, le visage pâle mais déterminé, son portable à la main. J'ai tout enregistré, chaque mot de cette conversation. L'expression de Juliette s'est complètement transformée, de la fausse affection au choc véritable. « Charles, que fais-tu ici ?» Je découvre la vérité sur ma femme et mon père, sur sa mort. Le docteur Renaud s'est dirigé vers la porte. « C'est ridicule. Je pars maintenant. »« Je ne ferais pas ça si j'étais vous, » a dit Charles en bloquant le passage. « La police est en route. J'ai appelé pendant que je vous écoutais tous les deux essayer de manipuler ma mère. » Juliette est restée immobile un moment, calculant ses options. Puis, avec un mouvement étonnamment rapide, elle a avancé dans ma direction, attrapant mon sac. Où est le journal intime ? Où sont les preuves que vous prétendez avoir ? Je me suis écartée, mais elle a saisi mon bras avec force. Vous ne comprenez pas ? Ce n'était pas comme vous le pensez. Richard était malheureux avec vous. Nous nous aimions vraiment. Et le docteur Renaud ? Ai-je demandé en tirant mon bras. Vous vous aimez vraiment aussi ? Quelque chose a brillé dans ses yeux. La furie, peut-être la honte. Vous ne comprenez rien. Je comprends assez, ai-je répondu. Je comprends que vous avez séduit mon mari, l'avez manipulé pour obtenir une assurance vie, puis avez fait de même avec son médecin pour garantir le mauvais traitement. Sa main s'est levée, prête à me gifler, mais Charles a attrapé son poignet dans les airs. N'y pense même pas, a-t-il averti, la voix basse et dangereuse. À ce moment, des sirènes ont retenti au loin. Le docteur Renaud a profité de la distraction et a couru vers la porte, mais en l'ouvrant, il s'est retrouvé face à 2 voitures de police qui arrivaient. Il s'est figé sur place comme un animal pris au piège. Les minutes suivantes ont passé dans un flou confus. Des policiers entrant, des questions posées, Juliette alternant entre déni véhément et tentative de paraître coopérative, le médecin exigeant un avocat. Charles et moi avons été séparés pour des dépositions individuelles. J'ai remis à l'inspectrice qui m'interrogeait le journal intime de Richard, les documents de l'assurance vie, tout ce que j'avais collecté. J'ai expliqué comment j'avais découvert le chalet, les soupçons qui avaient en surgi. Nous aurons besoin d'une ordonnance judiciaire pour accéder aux dossiers médicaux complets, a dit l'inspectrice après avoir écouté mon histoire. Mais avec ces preuves initiales, nous avons une base suffisante pour une enquête formelle. Les jours suivants ont passé dans un tourbillon d'activités. L'exhumation du corps de Richard a été autorisée et l'analyse toxicologique a confirmé nos pires soupçons. Des niveaux élevés de médicaments qui n'auraient jamais dû être administrés, certains d'entre eux connus pour accélérer le déclin chez les patients atteints de cancer.
Le docteur Renaud a craqué le premier. En échange d'un accord de délation, il a confessé qu'il avait manipulé le traitement de Richard sous la pression de Juliette. Selon lui, leur liaison avait commencé après la mort de Richard, quand elle l'avait cherché pour un soutien émotionnel. Juliette, de son côté, maintenait fermement son innocence. Sa stratégie a changé plusieurs fois. D'abord, elle a nié complètement la liaison avec Richard, puis elle a admis la relation mais nié toute implication dans sa mort, et finalement, elle a essayé de mettre toute la culpabilité sur le médecin. 10 jours après notre découverte du chalet, Juliette et le docteur Renaud ont été formellement inculpés d'homicide qualifié. La nouvelle a fait la une des journaux locaux. Belle-fille et médecin accusés d'avoir assassiné un entrepreneur pour toucher une assurance d'1 million d'euros. Nous avons essayé de protéger Pierre du scandale, mais c'était impossible de l'isoler complètement. Les enfants à l'école commentaient, les voisins chuchotaient quand ils nous voyaient. Le garçon s'est refermé, devenant silencieux et introspectif. 6 mois après la découverte initiale, nous avons reçu un appel téléphonique inattendu. C'était l'avocat de Juliette. « Elle veut vous parler », a-t-il dit à Charles quand celui-ci m'a passé le téléphone. « Elle dit qu'elle a des informations importantes qu'elle ne partagera personnellement qu'avec vous et votre mère. » Charles et moi avons longuement discuté de la proposition. Cela pouvait être juste une autre manipulation, une tentative désespérée d'obtenir de la sympathie avant le procès. D'un autre côté, s'il y avait plus de secrets sur Richard, peut-être valait-il mieux les savoir maintenant que d'être surpris pendant le procès. Finalement, nous avons accepté de la rencontrer. La réunion a été fixée dans la prison avec la présence des avocats des 2 parties. Quand nous sommes entrés dans la salle de visite, Juliette était déjà là, assise derrière une table en métal. Elle semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques mois. Les cheveux, auparavant parfaitement teints et arrangés, montrèrent les racines grisonnantes. Le visage était plus maigre, les yeux creux. « Merci d'être venu », a-t-elle dit, la voix enrouée, presque méconnaissable. « Ce que je vais vous raconter ne va pas m'aider au procès. Cela va probablement empirer ma situation, mais vous méritez de connaître toute la vérité. » Nous nous sommes assis, Charles et moi échangeant un regard sceptique. Juliette avait toujours été une excellente actrice. « Richard n'a pas été ma première liaison dans la famille », a-t-elle continué en me regardant directement. « Avant lui, il y a eu Georges. Georges était le frère aîné de Richard, décédé il y a 8 ans dans un accident de voiture. »« Georges », a répété Charles incrédule. « Tu le connaissais à peine. »« Je le connaissais mieux que vous l'imaginez. Nous nous voyions en secret pendant presque 1 an avant l'accident. »« Impossible », ai-je protesté. Georges habitait dans une autre ville. Il venait me voir quand il était en ville pour affaires. Nous nous rencontrions dans des hôtels principalement. Elle a fait une pause. L'accident n'était pas accidentel. Le silence qui a suivi était presque palpable. « Que dis-tu » a demandé Charles finalement, la voix étranglée. Je dis que Georges a découvert que je me rapprochais de Richard. Il était furieux, a menacé de tout raconter. Il a dit qu'il détruirait ma vie. « Et tu l'as tué » ai-je conclu, la voix étonnamment calme. Elle a acquiescé lentement. Sabotage des freins de la voiture. Il conduisait trop vite sur cette route de montagne. C'était facile. Charles a pâli, s'appuyant sur la table. « Pourquoi ? Pourquoi confesses-tu cela maintenant ? Parce que je ne veux pas que Pierre grandisse sans connaître la vérité complète, a-t-elle répondu, les larmes aux yeux. Il mérite de savoir quel type de personne je suis vraiment. Il y a plus, a-t-elle continué, à propos de l'argent de Richard. Toute l'assurance n'est pas allée à moi et Renaud. La moitié est allée à quelqu'un d'autre. Qui ? A demandé Charles. Ta cousine, Adrienne. Adrienne était la fille de Georges, la nièce de Richard, une jeune femme problématique qui avait toujours vécu en marge de la famille. Adrienne, ai-je répété, confuse. Qu'a-t-elle à voir avec tout cela ? Elle savait pour moi et Georges, a découvert par accident et m'a fait chanter pendant des années. Ensuite, elle a aidé à planifier ce qui est arrivé à Richard. C'est elle qui a suggéré l'assurance vie, qui a recherché les médicaments. Renaud ne sait même pas cela. Il croit que l'idée était entièrement la mienne. La révélation nous a laissés abasourdis. Adrienne, qui avait assisté aux funérailles de Richard avec des larmes apparemment sincères, qui nous rendait visite occasionnellement depuis lors, exprimant son inquiétude pour Pierre.
Elle vous visite encore, n'est-ce pas? A demandé Juliette en observant nos réactions. Elle a toujours accès à Pierre. Charles s'est levé brusquement. C'en est fini ici. Je vais parler à la police immédiatement. Attendez, ai-je demandé en tenant son bras. Je me suis tournée vers Juliette. Pourquoi maintenant? Pourquoi n'as-tu pas utilisé ces informations pour négocier un meilleur accord? Parce que ce serait ma parole contre la sienne, a répondu Juliette. Sans preuve concrète. Mais si vous enquêtez, vous trouverez les transferts bancaires, les messages codés. Tout est là pour ceux qui savent où chercher. Nous sommes sortis de la prison en silence, tous les deux en train de traiter les nouvelles révélations. Sur le chemin du retour, Charles a appelé le commissaire responsable de l'affaire, rapportant brièvement ce que nous avions découvert. « Nous devons aller chercher Pierre à l'école maintenant », a-t-il dit ensuite, la voix tendue. Adrienne l'a cherché quelquefois le mois dernier quand j'étais à l'hôpital. Elle a dit qu'elle voulait aider. Un frisson a parcouru mon épine dorsale. Tu penses qu'elle ferait quelque chose avec lui? Je ne sais plus quoi penser, a répondu Charles en accélérant la voiture. Mais je ne vais pas prendre de risque. Nous sommes arrivés à l'école quelques minutes plus tard. J'ai couru vers le secrétariat pendant que Charles vérifiait la cour. Pierre Dubois, ai-je dit essoufflé à la secrétaire. J'ai besoin de le chercher maintenant. C'est une urgence. La femme a tapé quelque chose sur l'ordinateur, fronçant les sourcils. Pierre est sorti il y a environ 20 minutes. Il a été cherché par Adrienne Moreau. C'est exact, elle est sur la liste des personnes autorisées. Mon cœur s'est accéléré. C'est vrai. Charles est revenu à ce moment, le visage pâle quand il a vu mon expression. Elle l'a pris. J'ai acquiescé, incapable de parler. Où l'emmènerait-elle? A-t-il demandé en sortant déjà son portable pour appeler la police? Et puis, comme un éclair, la réponse m'a frappé. Le chalet. Elle l'emmènerait au chalet. Le trajet jusqu'au chalet dans les montagnes a semblé interminable, malgré Charles conduisant bien au-dessus de la limite de vitesse. La police avait déjà été alertée, et plusieurs voitures patrouillaient en route. Mais nous avions l'avantage. Nous connaissions l'emplacement exact, les routes sinueuses qui y menaient. Nous devons considérer qu'elle est armée, a dit Charles, les mains serrant le volant si fort que les jointures étaient blanches. Elle peut être désespérée maintenant que Juliette a confessé. J'ai acquiescé en silence, essayant de contrôler la panique qui grandissait en moi. Pierre, mon petit-fils de 10 ans, entre les mains d'une femme qui avait aidé à planifier 2 assassinats. La même femme qui souriait lors des réunions de famille, qui apportait des cadeaux pour Pierre aux anniversaires, qui offrait une épaule amie à Charles après l'arrestation de Juliette. Quand nous nous sommes approchés de l'entrée du chemin de terre, Charles a éteint les phares, permettant à la voiture d'avancer presque silencieusement sur le sentier assombri par le crépuscule. Au loin, le chalet n'était qu'une silhouette contre le ciel rougeoyant, mais les lumières allumées indiquaient qu'il y avait quelqu'un là-bas. Charles a garé la voiture à quelques centaines de mètres, cachant le véhicule entre les arbres. « Nous allons nous approcher à pied », a-t-il chuchoté en ouvrant la boîte à gants et en retirant quelque chose qui m'a surprise. « Une petite arme. Permis de légitime défense », a-t-il expliqué en voyant mon expression. Je n'ai jamais pensé que j'aurais besoin de l'utiliser. Nous avons marché en silence à travers la forêt, nous approchant prudemment du chalet. Quand nous sommes arrivés assez près, nous nous sommes accroupis derrière des buissons, observant. Par la fenêtre du salon, nous pouvions voir Adrienne se déplaçant d'un côté à l'autre. Elle semblait agitée, parlant au téléphone. De Pierre, aucun signe. « Où est-il » a murmuré Charles avec angoisse. Comme en réponse à sa question, la porte de la chambre s'est ouverte et Pierre est apparu portant un sac à dos. Il semblait calme, même enthousiaste. Adrienne a raccroché le téléphone et lui a souri, disant quelque chose que nous ne pouvions pas entendre. « Elle agit normalement avec lui ?» ai-je observé. Il n'a pas l'air effrayé. « Elle ne veut pas l'alarmer encore ?» a répondu Charles. « Elle a probablement raconté une histoire sur un camping surprise ou quelque chose comme ça. » Nous avons vu Adrienne consulter sa montre, puis prendre son propre sac. Il se préparait à partir. « Nous devons agir maintenant », a décidé Charles avant qu'il n'entre dans la voiture. « Attends », ai-je demandé en tenant son bras. « Laisse-moi y aller d'abord, seul. »« Quoi ? Non, c'est trop dangereux. » »« Pense, Charles. Si nous apparaissons tous les deux soudainement, elle peut paniquer. Mais si j'apparais seule, une dame âgée inoffensive, je peux la distraire pendant que tu te positionnes. »
Charles a hésité, clairement réticent. « Maman, fais-moi confiance », ai-je insisté. « Je sais ce que je fais. » Finalement, il a acquiescé, mais non sans me donner des instructions spécifiques. Je vais contourner le chalet et essayer d'entrer par l'arrière. Garde-la en train de parler, distraite. Ne la provoque pas. Ne l'accuse de rien. Essaye juste de garder Pierre près de toi. J'ai accepté, et après avoir respiré profondément plusieurs fois pour calmer mon cœur accéléré, je me suis levée et j'ai marché ouvertement vers le chalet. J'ai frappé à la porte avec naturel, comme si je faisais une visite décontractée. Adrienne a ouvert la porte, se figeant en me voyant. Pendant une seconde, le choc sur son visage a tout révélé. Culpabilité, peur, colère. Puis, avec un effort visible, elle a recomposé son expression en un sourire. « Hélène, quelle surprise! Que faites-vous ici ?»« Je suis venue chercher mon petit-fils », ai-je répondu calmement en soutenant son regard. Derrière elle, Pierre est apparu, souriant en me voyant. « Grand-mère, tu viens aussi camper avec nous ?»« Camper ?» ai-je répété en gardant la voix légère. « Oui », a-t-il confirmé avec enthousiasme. « Adrienne a dit que nous allions camper dans les montagnes aujourd'hui, juste nous deux. Un super secret. » Adrienne a ri, un son forcé et nerveux. « En fait, j'allais t'appeler quand nous serions arrivés là-bas, Pierre. Je voulais que ce soit une surprise pour ta grand-mère. Je peux entrer aussi ?» ai-je demandé en faisant un pas en avant sans attendre de réponse. Adrienne a hésité, mais a reculé, permettant mon entrée. Ses yeux ont rapidement parcouru l'extérieur, vérifiant si j'étais seule. « Charles sait que tu es ici ?» a-t-elle demandé avec désinvolture en fermant la porte derrière moi. « Charles est en ville, en train de régler quelques affaires », ai-je menti en embrassant Pierre. « J'ai appelé l'école quand j'ai appris que tu avais cherché Pierre, et ils m'ont parlé du camping surprise. J'ai pensé venir vous rejoindre. » Adrienne a souri, mais ses yeux sont restés alertes, calculateurs. C'était une décision de dernière minute. Pierre avait l'air si abattu ces derniers temps. « Très gentil de ta part », ai-je répondu en remarquant le léger renflement sous son manteau. « Une arme ? Mais malheureusement, nous allons devoir reporter. Nous avons un engagement familial important demain. »« Oh non !» a protesté Pierre. « Grand-mère, s'il te plaît, j'ai déjà tout préparé. Je suis sûre qu'Adrienne comprend, n'est-ce pas ?» J'ai gardé le sourire en la regardant. Quelque chose a changé dans ses yeux. La gentillesse artificielle a laissé place à un éclat dangereux. En fait, tout est déjà organisé, Hélène. Nous avons des réservations, des plans. Ce serait dommage d'annuler maintenant. Quelle coïncidence de nous retrouver ici, ai-je commenté en changeant de stratégie, essayant d'évaluer combien elle savait. Ce chalet a beaucoup de souvenirs, n'est-ce pas? Un muscle a tremblé sur son visage. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je n'ai jamais été ici avant, non? J'ai regardé autour démonstrativement. Je pensais que tu connaissais bien cet endroit. Après tout, tu y as beaucoup investi, d'après ce que j'ai appris. Pierre nous regardait l'une après l'autre, confus par la conversation codée. « De quoi parlez-vous ?»« De rien d'important, chérie, » a répondu Adrienne rapidement. « Pourquoi ne vas-tu pas vérifier si tu as oublié quelque chose dans la chambre? Nous partirons dans quelques minutes. »« Non, suis-je intervenue en gardant Pierre à mes côtés. Il reste avec moi. Le climat dans la salle a changé instantanément. Adrienne a abandonné toute prétention de normalité, son visage durcissant. « Tu n'aurais pas dû venir ici, Hélène. »« Je viens de parler avec Juliette, » ai-je dit en observant sa réaction. « Elle m'a tout raconté sur vous deux. » Adrienne a pâli, mais s'est rapidement reprise. Juliette est désespérée, invente des histoires pour réduire sa peine. « Tu y as vraiment cru ?»« J'ai cru au relevé bancaire, » ai-je répondu. « Au transfert vers ton compte aux îles Caïmans, au courriel codé sur des médicaments spéciaux. La police enquête sur tout en ce moment même. » Elle a reculé d'un pas, la main se déplaçant imperceptiblement vers le renflement sous son manteau. « Tu bluffes. Grand-mère, qu'est-ce qui se passe ?» Pierre a agrippé ma main, percevant finalement que quelque chose n'allait pas. « Rien, chérie, » ai-je répondu en serrant sa main. « Adrienne et moi avons juste une conversation d'adultes. »« Une conversation qui est terminée ?» a déclaré Adrienne en sortant une arme de l'intérieur de son manteau et en la pointant vers moi. Pierre a haleté, s'accrochant à ma taille. « Adrienne, que fais-tu ?»« Calme-toi, Pierre, ne t'inquiète pas, » a-t-elle dit, sa voix soudainement douce.
Parfois, les adultes ont besoin de résoudre les choses différemment. Ta grand-mère et moi allons faire une promenade dehors pour parler, et ensuite nous reviendrons te chercher, d'accord? Non, a-t-il répondu en s'accrochant encore plus à moi. Je ne vais pas te laisser faire du mal à grand-mère. Personne ne va faire de mal à personne, a-t-elle promis, mais ses yeux révélaient une autre intention. Grand-mère et moi allons juste parler dehors. S'il te plaît, lâche-la maintenant. Pierre, ai-je dit calmement, je veux que tu ailles dans la chambre maintenant. Verrouille la porte et ne sors pas jusqu'à ce que je t'appelle. Mais grand-mère, maintenant. Pierre, ai-je ordonné avec assez de fermeté pour le faire obéir à contre-cœur. Dès qu'il a disparu dans le couloir, Adrienne a fait un pas en avant, l'arme pointée sur ma poitrine. Tu as tout gâché, nous étions presque en train de quitter le pays. Pourquoi? Ai-je demandé en essayant de gagner du temps, sachant que Charles devait être en train d'entrer par l'arrière à tout moment. Pourquoi faire tout cela? L'argent? Elle a ri, un son amer et vide. L'argent était bien sûr, mais c'était plus que cela. C'était une question de justice. Justice? Ai-je répété, sincèrement confuse. Mon père Georges a toujours été le mouton noir de la famille, n'est-ce pas? Toujours dans l'ombre du parfait Richard. Personne n'a même questionné quand il est mort. Juste un accident tragique, le frère problématique sortant enfin de scène. Tu as aidé à tuer ton propre oncle, ai-je dit en essayant de comprendre l'étendue de sa perversion. Le frère de ton père. Richard était aussi coupable que Juliette pour ce qui est arrivé à mon père, a-t-elle répondu, les yeux brillants de haine. Il savait pour leur liaison, il savait et n'a rien fait pour l'empêcher parce qu'il bénéficiait professionnellement de la mort de mon père. Il a pris les affaires, les propriétés, tout. Alors c'était de la vengeance. C'était presque poétique, n'est-ce pas? Un sourire froid est apparu sur son visage. Utiliser sa maîtresse pour le tuer, de la même manière qu'il a utilisé la maîtresse de mon père pour l'éliminer. Symétrie parfaite. Maintenant, a-t-elle ordonné en faisant un geste avec l'arme vers la porte. Allons faire cette promenade que j'ai promise. J'ai obéi, marchant lentement vers la porte, tandis qu'Adrienne me suivait, l'arme pressée contre mon dos. La nuit était tombée complètement maintenant, la forêt autour du chalet plongée dans l'obscurité, avec seulement la faible lumière de la lune illuminant le chemin. Marche, a-t-elle ordonné. Vers la forêt. Nous avons avancé sur le sentier sombre. À chaque pas, j'essayais d'identifier un signe de Charles, un bruit qui indiquerait l'approche de la police, mais la forêt restait silencieuse, à l'exception du ululement occasionnel d'une chouette ou du bruissement des feuilles au vent. Soudain, plusieurs choses se sont produites simultanément. Une voix a crié maintenant. Des phares de voiture ont illuminé la zone et Charles a surgi des ombres, se jetant contre Adrienne. L'arme a tiré, le son résonnant à travers la forêt, mais le coup a manqué sa cible, se perdant parmi les arbres. Tous les deux sont tombés au sol, luttant pour l'arme. « Maman, cours !» a crié Charles en essayant d'immobiliser les bras d'Adrienne. Mais je ne pouvais pas le laisser seul. Au lieu de fuir, j'ai attrapé une grosse branche tombée et, rassemblant toute ma force, j'ai frappé les mains d'Adrienne. Elle a crié de douleur, l'arme tombant sur la terre molle. Au même instant, des policiers ont surgi en courant, armes dégainées, criant des ordres. « Police, ne bougez pas !» Charles a roulé loin d'Adrienne, qui a été rapidement encerclée et immobilisée par les officiers. Pendant qu'ils lui mettaient les menottes, elle m'a regardé avec un mélange de haine et de quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. « Tu es plus forte que tu n'en as l'air, vieille femme », a-t-elle murmuré. « Je l'ai toujours été », ai-je simplement répondu. Les policiers l'ont emmenée tandis que des ambulanciers s'approchaient pour vérifier si nous étions blessés. Charles m'a serré fort, tremblant légèrement. Pierre, me suis-je soudain souvenu. Il est encore dans le chalet. Nous avons couru en arrière, trouvant plus de policiers déjà sur la propriété. L'un d'eux nous a informé qu'ils avaient retrouvé Pierre enfermé dans la chambre, effrayé, mais indemne. Quand je suis entré dans le salon, j'ai vu mon petit-fils assis sur le canapé, enveloppé dans une couverture, parlant avec une policière. En me voyant, ses yeux se sont illuminés et il a couru dans mes bras. « Grand-mère, tu vas bien ?» J'ai entendu un coup de feu. « Je vais bien, chérie. » Je l'ai serré fort, sentant ses larmes mouiller ma blouse. « Nous allons tous bien maintenant. »
5 années se sont écoulées depuis ce soir dans la forêt. 5 années depuis que mon monde s'est effondré et a été reconstruit sous une forme entièrement nouvelle. Pierre, maintenant âgé de 15 ans, était devenu un adolescent perspicace et empathique. Les traumatismes du passé avaient laissé leur marque. Il restait prudemment observateur, incroyablement attentif aux changements subtils dans les expressions et les tons de voix des gens autour de lui. Charles et Lucienne s'étaient mariés il y a 2 ans dans une cérémonie petite et intime dans le jardin de ma maison. Pierre avait été le témoin, portant fièrement les alliances avec un sérieux qui m'avait fait sourire et pleurer en même temps. Lucienne, avec son honnêteté directe et chaleureuse, était devenue une présence réconfortante dans nos vies. Quant à Édouard et moi, nous avions maintenu notre relation tranquille et sans pression. Nous voyagions ensemble occasionnellement, partagions des dîners, du théâtre, de longues conversations sur les livres et les souvenirs. Nous ne vivions pas ensemble, ni ne prévoyions de le faire. Chacun valorisait son indépendance, son intimité, le confort d'espace qui étaient exclusivement les nôtres. Ce matin particulier, 5 ans après la découverte qui avait tout changé, je me suis réveillée tôt et je suis allée à la cuisine préparer du café. La maison était silencieuse, le soleil commençant à peine à illuminer l'horizon. La sonnette a retenti, me faisant froncer les sourcils. C'était trop tôt pour des visites. J'ai vérifié par la fenêtre avant d'ouvrir et j'ai vu un homme en uniforme tenant une enveloppe. « Madame Hélène Dubois ?» a-t-il demandé quand j'ai ouvert la porte. « Oui. » « Correspondance officielle de la prison d'État pour femmes » a-t-il expliqué en me tendant l'enveloppe et une tablette pour que je signe. « Nécessite confirmation de réception. » J'ai signé en sentant un poids familier dans l'estomac. Une seule expéditrice était possible, Juliette. Mais pourquoi une livraison officielle quand ces lettres occasionnelles venaient toujours par courrier normal? Après le départ du livreur, je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert l'enveloppe avec des doigts légèrement tremblants. À l'intérieur se trouvait une lettre et une deuxième enveloppe, plus petite, scellée. Hélène commençait la lettre avec l'écriture maintenant familière de Juliette. « Quand vous recevrez ce message, je serai déjà partie. Le cancer qui m'a été diagnostiqué il y a 8 mois a atteint un stade terminal et j'ai refusé des traitements supplémentaires. Les médecins me donnent quelques semaines, tout au plus. Je ne cherche ni sympathie ni pardon. Je mérite cette fin autant que j'ai mérité chaque jour dans cette prison. J'écris seulement pour une raison. Pierre. Dans l'enveloppe scellée se trouve une lettre pour lui. Je vous demande de la lui remettre quand vous jugerez approprié, si vous le jugez approprié. C'est mon adieu à mon fils, la seule chose véritablement bonne que j'ai jamais faite dans ma vie. J'ai posé la lettre sur la table, mon esprit traitant la nouvelle. Juliette mourante. Juliette demandant que je remette ses dernières paroles à Pierre. J'ai appelé Charles immédiatement. Nous devons lui dire, ai-je conclu après lui avoir lu la lettre. 3 jours plus tard, après d'innombrables appels, autorisations et arrangements spéciaux, Pierre, Charles et moi sommes entrés dans l'hôpital de la prison où Juliette avait été transférée. L'endroit était stérile, froid, avec des gardes à chaque entrée et l'odeur persistante de désinfectant dans l'air. Quand nous sommes entrés dans la chambre, j'ai eu du mal à reconnaître la femme dans le lit d'hôpital comme la Juliette que j'avais connue. Son corps, autrefois vibrant et fort, était réduit à peu plus que de la peau sur les os. Les cheveux complètement blancs maintenant étaient clairsemés et sans vie. Seuls les yeux, ses yeux perspicaces et intelligents, restaient reconnaissables, bien que voilés par la douleur et la médication. « Pierre » a-t-elle chuchoté en voyant son fils, sa voix presque inaudible. « Tu es venu. » Il s'est avancé lentement jusqu'au lit. « Bonjour, maman. J'ai reçu ta lettre. » Un faible sourire est apparu sur le visage émacié de Juliette. « Merci d'être venue. Je ne m'y attendais pas. »« J'avais besoin de te voir, » a répondu Pierre en s'asseyant prudemment au bord du lit. « J'avais besoin de dire certaines choses. » Ils sont restés ainsi pendant quelques minutes, dans un silence chargé d'émotions complexes. Ni réconciliation complète, ni rejet absolu, mais quelque chose d'intermédiaire. Un reconnaissance mutuelle du lien imparfait qu'ils partageaient. Les visites suivantes se sont déroulées de manière similaire. Pierre construisait une sorte de relation finale avec sa mère pendant ces derniers jours.
Ce n'était pas du pardon ou de la réconciliation exactement, mais une forme de clôture. Le matin du 9e jour, nous avons reçu l'appel que nous attendions. Juliette était décédée pendant la nuit, apparemment en paix. Pierre a reçu la nouvelle avec un calme surprenant. Je suis heureux d'avoir eu la chance de dire au revoir. C'est tout ce qu'il a dit. Les funérailles ont été une cérémonie petite et discrète. Au-delà de nous trois, seuls Édouard, Lucienne et 2 employés de la prison qui s'étaient rapprochés de Juliette ont assisté. Il n'y a pas eu d'éloge élaboré ou d'hommage émouvant. Juste une reconnaissance silencieuse d'une vie complexe qui avait touché la nôtre de manière à la fois destructrice et occasionnellement significative. Cette nuit-là, j'ai réfléchi à tout le chemin parcouru. La trahison que j'avais découverte ce matin fatidique n'avait pas été la fin de mon histoire, comme je l'avais d'abord craint. C'était juste le début d'un nouveau chapitre, inattendu, souvent douloureux, mais aussi rempli de croissance, de force et, étonnamment, de joie. En regardant les étoiles par la fenêtre, j'ai compris une vérité profonde. La vie ne suit jamais le scénario que nous imaginons. Elle nous surprend, nous défie, parfois nous détruit complètement, mais elle nous offre aussi des opportunités constantes de reconstruction, de redécouverte, de renaissance. Et peut-être que c'est la leçon la plus importante. Même dans les moments les plus sombres, quand les vérités les plus douloureuses viennent à la lumière, il existe la possibilité d'un nouvel aube. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici, dans les commentaires, à ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.